Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Cette semaine, Entre elles vous propose un épisode un peu différent des précédents, puisqu'il s'agit d'une masterclass sur le thème du private equity en Afrique. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que j'ai reçu Carole Ramela, fondatrice et managing director de GFA Consulting à Accra, au Ghana. Carole est spécialisée dans la levée de fonds pour les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne et je trouvais intéressant de consacrer un épisode entier à cette thématique puisque la question du financement revient souvent dans mes conversations avec les entrepreneurs basés sur le continent. Carole a participé à la création du journal économique et financier Les Afriques, dans lequel elle écrivait des articles spécialisés sur le thème du private equity en Afrique, et elle fait partie du comité d'investissement d'investisseurs et partenaires, un fonds international de private equity basé en France et qui investit dans des entreprises en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Voici donc la deuxième partie de notre conversation consacrée au private equity en Afrique et enregistrée à distance entre Londres et Accra. Bonjour Carole, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième partie de l'épisode d'Entre elles consacré au private equity. Bonjour. On l'a compris la semaine dernière, le private equity pour toi c'est un projet mûri de longue date. Alors ma première question c'est qu'est-ce que le private equity ? Alors, qu'est-ce que c'est que le private equity ? Voyons une entreprise comme un gâteau. Tu choisis le parfum, fraisier, gâteau au chocolat, tarte aux pommes, tout ce que tu veux. L'entreprise, c'est le gâteau. Le private equity, c'est une institution financière qui s'intéresse au gâteau, qui voudrait négocier avec toi, propriétaire du gâteau, une part de ce gâteau. En échange de quoi ? Le fonds de private equity va faire augmenter la taille du gâteau, son diamètre. Tu vois ? Donc, si tu avais un gâteau au chocolat, disons, j'adore le chocolat, de 50 centimètres, le private equity dit, si tu me donnes une part de ton gâteau, dans 5 ans, ton gâteau aura une taille un diamètre de 100 centimètres. Et du coup, la part du gâteau de 50 centimètres vaudra plus dans 5 ans, à partir du moment où le gâteau aura grossi. En gros, c'est ça le private equity. Donc, on sort de la pâtisserie, et j'espère que les auditeurs ont compris. Ce sont vraiment des institutions financières qui prennent une participation dans l'entreprise et qui vont se faire de l'argent en augmentant dans le temps, en général 5 à 7 ans, la valeur de l'entreprise pour que leur part, leur participation, donc ait une valeur mécaniquement plus élevée à la sortie. Donc en gros, ils achètent, mais ils revendent forcément, parce que c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Donc ils ne sont jamais des partenaires sur le très très long terme. Je dirais que c'est des partenaires plutôt sur le moyen terme, comme j'ai dit, 5 à 7 ans, même si certains peuvent vendre leur participation au bout de 4 ans et plus rarement 3 ans ou moins. Justement, la majorité des entreprises sur le continent africain sont des PME. Les chiffres que j'ai trouvés indiquaient 40 millions de PME en Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est un chiffre qui te paraît conforme à la réalité sur le terrain ? Bien sûr, absolument. Absolument. Aujourd'hui, les PME constituent la majorité des entreprises, créent la majorité des emplois. Et quand je parle d'emplois, c'est 90% des emplois créés par les entreprises sont des très importants contributeurs à la richesse des pays africains. Donc, ça me semble totalement cohérent. Et justement, donc j'interviewe régulièrement des entrepreneurs du continent et la question du financement revient souvent. C'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde sur ce sujet. Justement, la tendance peut-être naturelle d'un entrepreneur, ce serait de s'adresser à sa banque. Et on voit que très Bien sûr. souvent en Afrique, c'est un peu un problème, d'où justement l'intérêt du private equity comme un potentiel relais. Qu'est-ce qui fait que les taux proposés par les banques sont aussi élevés ? Parce que j'ai vu une présentation que tu as faite justement sur le sujet du financement des PME et tu donnais des exemples de taux. Alors après, la vidéo date de quelques années, mais c'était quand même des taux qui étaient particulièrement élevés par rapport aux taux qu'on peut
qu'on peut considérer comme étant raisonnable pour une entreprise qui se lance, en fait. Oui. Oui, les taux, si on regarde un pays comme le Ghana, les taux d'intérêt, quand j'arrive au Ghana, en CD, on est auprès de 30-33% C'est énorme. par an, en CD. En dollars, sur des prêts en dollars, aujourd'hui encore, on est entre, je dirais, 11 et 15%, ce qui est absolument énorme. Il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer ça, de l'inflation, de la perception du risque. Au fait aussi, vous savez, tu sais, quand tu es au Ghana et que tu as l'État qui met en place des, des obligations d'État et qui offre des taux à 16% par an en CD ou à 8 ou 9% en dollars, forcément, les banques, elles partent de ce taux dit sans risque et elles rajoutent des primes de risque pour maintenant prêter aux entreprises. Et c'est tout cela qui contribue à des taux extrêmement élevés. Maintenant, si on compare à un pays comme la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, les taux sont quand même plutôt beaucoup plus faibles. Je crois une entreprise qui n'a pas de relation avec une banque peut négocier un taux à 8%. Si l'entreprise a déjà des relations, ça peut tomber à 6-7%. Donc certes, c'est beaucoup plus élevé que les 2% qu'il y a actuellement en France, mais c'est quand même des taux qui peuvent permettre de travailler. Le problème, en fait, au-delà des taux, c'est surtout le besoin de collatéral et la durée de ces taux-là. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les banques africaines en général, quand elles font un prêt, disons, d'1 million d'euros, elles demandent des garanties pour 120% du montant. Et ces garanties, souvent, ça doit être des terrains, des habitations, etc. Et tout le monde n'est pas propriétaire dans des beaux quartiers d'immeubles ou de maisons qui valent 1 million d'euros. Donc ça, c'est une première limite qui fait que c'est extrêmement difficile pour les PME d'accéder au financement. L'autre limite qui empêche l'industrialisation, c'est la durée de ces prêts. Pardon. Un prêt aujourd'hui, pour une PME, c'est maximum 5 ans. Quand on veut prendre un prêt pour financer un investissement et qu'on doit commencer à rembourser 6 mois après avoir contracté le prêt, parce qu'on a des périodes qu'on appelle périodes de grâce qui ne sont que de 6 mois pour les intérêts, alors que notre usine qu'une usine met 2 ans ou 1 an à être construite, c'est un peu problématique. Et du coup, c'est très compliqué de financer de l'industrialisation, donc investir dans des machines, dans des usines, etc., et financer ça avec du prêt. Et donc, c'est tout ça qui crée des opportunités pour les fonds d'investissement qui ne donnent pas de prêts, mais qui prennent plutôt des participations, donc qui investissent en fonds propres. C'est un investissement plus long et qui permet de financer des projets qui nécessitent du financement long. Alors justement, la perception du couple risque-rendement reste relativement négative aux yeux des investisseurs, semble-t-il. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand je regarde en fait la taille de la transaction moyenne en Afrique, elle est beaucoup plus faible que celle qu'on voit pour une transaction classique de private equity en Europe ou en Amérique du Nord. Mais est-ce que c'est vraiment la question du risque-rendement ou est-ce que c'est le fait que justement les entreprises en Afrique sont plutôt des PME? Alors ou est-ce que c'est les deux? C'est les deux. C'est vraiment les deux. Je veux dire, aujourd'hui, une entreprise, on a de très grandes entreprises de type MTN, qui sont de vraies multinationales, mais c'est vraiment une minorité. On a une majorité de PME, et aujourd'hui, les PME avec lesquelles je travaille, c'est des PME qui veulent lever entre, disons, 2 et 10 millions de dollars, et ces PME-là vont avoir un chiffre d'affaires entre 1 et 5 millions de dollars. C'est dans certains pays occidentaux, entre 1 à 5 millions de chiffre d'affaires, c'est de la TPE, de la très petite entreprise.
La PME, c'est plutôt une entreprise qui a au moins 50 millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'est pas dans les mêmes profils d'entreprise déjà. Et puis l'autre problème, c'est qu'effectivement, il y a une perception négative qui est là parce que on a beaucoup de PME, mais aussi beaucoup de PME qui sont peu structurées, pas forcément bien gérées, et donc qui représentent un profil de risque très 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 élevé pour beaucoup d'investisseurs, ce qui fait que qu'effectivement les investisseurs vont regarder pas à 2 fois mais à 15 fois avant d'investir. Et c'est aussi pour cela qu'il y a très peu de transactions majoritaires en Afrique au niveau des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui investissent dans des entreprises en Afrique vont investir, ils ont 1 million pour avoir 1 million de dollars ou d'euros pour avoir 30% de l'entreprise. Donc et donc de fait, elles vont se positionner sur des entreprises plutôt grosses, c'est-à-dire des entreprises qui sont valorisées, disons, ouais, 5, 10, 15 millions d'euros, ce qui est quand même assez, ou de dollars, c'est quand même assez important vu les marchés dans lesquels on évolue. Et elles vont, enfin, ces fonds vont en plus limiter le risque en étant minoritaires et en ne prenant pas des positions trop importantes dans ces entreprises-là. Et malgré ça, on voit que l'Afrique a beaucoup de choses pour elle, donc une croissance économique qui reste soutenue par rapport aux économies occidentales vieillissantes. On voit émerger un marché de consommateurs élargi. Et puis, comme tu disais, on a énormément d'entreprises locales qui se créent tous les jours, en fait. Oui, oui. Il y a quand même, comme on dit, le business case africain reste réel. Ben, parce qu'on a quand même des niveaux de marge bien supérieurs à ce qu'on peut avoir en Europe, parce que les salaires sont beaucoup plus bas. Quand vous regardez, quand on regarde je sais pas, on va dire quelqu'un qui a 10 ans, un comptable qui a 10 ans d'expérience au Ghana, va avoir un salaire, on va demander un salaire de l'ordre de 3500 cedi par mois net, ce qui représente aujourd'hui, au taux de l'euro, 540 euros. Ça, c'est pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en comptabilité. Donc, on a des salaires qui sont quand même beaucoup plus faibles, donc des marges beaucoup plus élevées aussi. Et avec un marché en croissance, les perspectives de profit en valeur absolue sont pas forcément énormes, mais en valeur relative, c'est très intéressant. Si on se place du point de vue d'une entreprise, donc ce qui est exactement ce que tu fais dans le cadre de ton activité, quels sont les écueils à éviter? Alors là, je vais te parler des écueils tels que ce que j'ai vu sur le terrain depuis presque 10 ans que je fais de la levée de fonds en Afrique. La première erreur, c'est de sous-estimer le processus de levée de fonds. C'est-à-dire de croire que, d'une part, les gens l'argent n'attend que d'être dépensé ou investi, et que il suffit de dire que le marché est là, qu'il y a les consommateurs, etc., pour que les investisseurs soient intéressés. Et d'autre part, que le processus de levée de fonds se fait rapidement. Je vais expliquer un peu le premier point. Ce que beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est que les fonds d'investissement, de plus en plus, sont multi-pays et multi-secteurs. Certes, il y a des fonds d'investissement spécialisés, secteurs de niche, notamment ce que je vois aujourd'hui, on a dans le food and beverage, on a quelques fonds là-dedans. Tout ce qui est énergie renouvelable, il y a des fonds spécialisés. Tout ce qui est services financiers, il y a des fonds spécialisés. Mais la plupart sont généralistes. Et étant donné le profil de risque de beaucoup de pays africains, beaucoup de fonds sont multi-pays. Souvent dans les locomotives d'Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Ouest, c'est Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, plus d'autres pays satellites. En Afrique centrale, Cameroun, RDC, Congo-Brazzaville. Et bien sûr, l'Afrique de l'Est avec le Kenya, le Kenya, Ouganda, peut-être surtout Kenya, Ouganda, Rwanda, beaucoup. Et après, on a tous les fonds qui sont en Afrique du Sud et qui entre l'Afrique du Sud et les pays limitrophes,
ont une base d'entreprise assez élevée. Mais souvent, en tout cas dans la zone que je couvre, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, les fonds sont multi-pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font toujours des arbitrages entre des PME de différents secteurs et de différents pays. Et ça, pour l'entrepreneur, ça veut dire qu'il faut absolument vendre son projet au fonds d'investissement. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise qui fonctionne bien en agro-business au Ghana qu'on va forcément trouver des financements facilement. Il va falloir prouver qu'on est en fait le meilleur cheval sur lequel miser. Et ça va au-delà d'un rapport ou d'un business plan. Il faut montrer qu'on a un niveau de gouvernance qui correspond à ce que le fonds attend. Il faut montrer qu'on a les bonnes équipes susceptibles d'exécuter le business plan. Et il faut montrer qu'on a les bons systèmes de contrôle en place pour gérer la croissance. Parce que c'est une chose de créer l'entreprise de zéro et de la faire arriver à 5 millions de chiffre d'affaires par an. C'est autre chose de passer en 18 mois de 5 millions de chiffre d'affaires à 10 millions de chiffre d'affaires. Là, il faut avoir des compétences différentes en termes de gestion de la croissance, de contrôle, de budget, etc. Et ça, c'est quelque chose que énormément de PME sous-estiment. Et c'est ce que j'explique tout le temps. Il faut faire ce travail. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai développé l'outil de ce que j'appelle le business diagnostic pour voir à quel point les entreprises qui veulent lever des fonds sont prêtes pour cette levée de fonds. Et l'autre point, je disais, c'était le délai de clôture. Beaucoup de PME font l'erreur de croire que parce que l'argent est disponible, alors il peut être investi en l'espace d'1 ou 2 mois. Et en fait, c'est pas vrai. Quand on travaille avec les fonds d'investissement, on se rend compte qu'un processus rapide d'investissement, c'est un processus qui prend 6 mois minimum. C'est plus courant d'être entre 8 et 9 mois, voire 12 mois pour clôturer une levée de fonds. Et ça veut dire deux choses. D'abord, qu'on ne lève pas de fonds quand on a des difficultés financières. Un fonds d'investissement, ce n'est pas une banque. Et pour revenir à mon premier point, si les systèmes n'ont pas permis de voir que la société faisait face à des problèmes de cash flow, alors ça va être un problème pour rendre cette entreprise crédible pour un fonds d'investissement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, le processus de levée de fonds doit être planifié. Parce que, sachant que ça peut prendre 9 à 12 mois pour se clôturer, il vaut mieux avoir des idées claires sur quand on voudrait que le projet pour lequel on veut lever les fonds commence à fonctionner, soit exécuté sur le terrain, et donc anticiper le processus de levée de fonds, donc anticiper le recrutement de conseils qui accompagneront l'entreprise de la meilleure façon possible. Voilà vraiment les conseils, les écueils à éviter pour toute entreprise qui souhaite lever des fonds, en tout cas qui souhaite lever des fonds propres auprès de fonds de private equity. Historiquement, les fonds de private equity se focalisaient plutôt sur des deals de grosse taille. On l'a dit, ça s'explique notamment par la taille des entreprises, mais est-ce qu'il y a aussi un aspect sectoriel à cette réalité? Quels sont les secteurs qui attiraient initialement les investissements? Et est-ce que tu vois un changement de ce point de vue-là? Oui, absolument. Au moment où le private equity commence à se développer, disons, entre 2005 et 2010 en Afrique. Encore une fois, je parle d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'était plutôt en Afrique du Sud, par exemple. Mais en Afrique de l'Ouest, 2005-2006, c'est là que le private equity a commencé à prendre. Et les secteurs qui étaient très, très, très populaires à l'époque, c'était... on avait beaucoup tout ce qui était services financiers, tout ce qui était télécom, évidemment, parce qu'on était à la veille d'une vraie révolution dans ces secteurs-là. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce sont des secteurs qui n'intéressent pas. Ils intéressent autant parce qu'on veut pousser l'inclusion financière, notamment grâce aux outils, grâce à la technologie. Donc, on est passé avant de beaucoup de banques qui se sont créées, de compagnies d'assurance, de microfinance, à aujourd'hui des projets, notamment dans les services financiers, de microcrédits
qui passent par le téléphone, euh, ou de micro-assurance, toujours en utilisant le téléphone. Mais en plus de ça, on a des secteurs qui sont extraordinairement populaires aujourd'hui, qui sont tout ce qui est agrobusiness, la transformation, avec la croissance de la population je dis française, en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, et la réalisation qu'effectivement, il y a de plus en plus de bouches à nourrir et qu'il va falloir à un moment transformer localement. L'agro-processing, l'agro-business est un secteur extrêmement porteur et qui intéresse énormément de fonds d'investissement. Et l'autre secteur qui intéresse énormément, c'est tout ce qui est énergie renouvelable. Et tout ce qui est, en anglais, on dit climate mitigation solutions. Donc, toute entreprise dont l'activité permet de limiter l'impact négatif du changement climatique. Ça va être aussi bien tout ce qui est gestion des déchets, distribution d'eau, énergie renouvelable. Enfin voilà, c'est vaste, mais c'est vraiment lié à tout ce qui est vert, quoi. Tout projet vert va intéresser énormément les fonds aujourd'hui. C'est vraiment les deux secteurs qui sont sortis du lot depuis à peu près 4-5 ans. Et là où, avec la pandémie, moi, ce que je vois aussi arriver, c'est peut-être le manufacturing qui va recommencer, qui va intéresser de plus en plus, parce que quelques fonds, notamment des fonds locaux, des fonds nigérians, des fonds régionaux, réalisent enfin, la pandémie a montré que c'était important que certains biens essentiels puissent être produits localement. Et donc, tout ce qui, je pense que toute solution qui permet toute solution de ce qu'on appelle import substitution, qui permet de remplacer des importations de biens de base, ça va être des choses qui vont être intéressantes. Et donc, je vois des secteurs comme la santé qui risquent de bénéficier de ça. Et puis, l'industrie légère, des biens de base non alimentaires qui peuvent aussi profiter de cet engouement-là. Et est-ce que tu vois une concentration géographique également? Quels sont les pays qui concentrent l'intérêt des fonds, s'il y en a? Et pour les pays dont ce n'est pas le cas, que peuvent faire les pays africains pour augmenter leur attractivité auprès des fonds? Alors, il y a clairement des pays qui tirent leur épingle du jeu, qui sont perçus depuis longtemps comme les locomotives de leur région. En Afrique de l'Ouest, c'est clairement Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire et Sénégal. Le Sénégal, dans une moindre mesure, le trio Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est vraiment le trio de tête. En Afrique centrale, alors la région Afrique centrale est une région qui attire peu d'investisseurs par rapport à l'Afrique de l'Ouest, de très très loin. J'essaye de comprendre aujourd'hui, j'essaye toujours de comprendre pourquoi c'est moins attractif. Je pense que les niveaux de gouvernance sont moins élevés dans ces zones-là. Je crois que alors, c'est vrai que ce sont des zones particulièrement riches en matières premières et donc particulièrement corrompues, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a beaucoup de pays en Afrique centrale sont particulièrement corrompus et ça fait fuir les investisseurs, absolument. Les classements doing business sont mauvais. La visibilité en termes fiscal, en termes d'investissement n'est pas très bonne. On n'est pas forcément dans des marchés aussi unifiés et aussi fluides que le marché, par exemple le marché d'Afrique de l'Ouest avec l'OADA. Même si au fond il y a des choses, mais ça ne marche pas aussi bien que l'Afrique de l'Ouest. Et donc l'Afrique de l'Ouest comme région attire plus, et à l'intérieur les pays que j'ai cités. Après, il y a l'Afrique de l'Est, bien sûr, qui reste un pays très attractif, avec le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, qui attirent beaucoup. Et bien sûr, l'Afrique du Sud comme pays, comme zone, qui reste un pays très attractif pour les investisseurs, mais où ce qu'on va voir beaucoup de fonds locaux
énormément de fonds locaux qui n'investissent qu'en Afrique du Sud et des fonds continentaux, panafricains, qui là vont investir partout. Mais quand on parle de fonds régionaux, c'est surtout Afrique de l'Est d'un côté, Afrique de l'Ouest de l'autre. Et encore une fois, je me limite à l'Afrique subsaharienne. Hein. Je ne parle pas du marché de private equity en Afrique du Nord que je connais moins bien, beaucoup moins bien. Tu avais aussi posé la question des autres pays, comment les autres pays peuvent faire. En fait, le problème des autres pays, c'est pas tellement leur faute, c'est leur taille, le souci. On ne peut pas être attractif quand on est le Gabon et qu'on n'a qu'1 million d'habitants parce que forcément, c'est un marché extrêmement faible, extrêmement petit. Et donc, ce qui se passe, c'est que les fonds régionaux vont être opportunistes dans les pays, dans les autres pays. Par exemple, un fonds qui regarde l'Afrique de l'Ouest va avoir ses locomotives, mais va investir de manière opportuniste au Togo, au Burkina Faso, au Bénin, etc. Après, les fonds d'impact auront tendance, pour le coup, à privilégier les pays, disons, les moins avancés de la zone, parce qu'ils ont un mandat d'impact, justement, qui fait qu'ils vont regarder avec plus de bienveillance des investissements au Niger, au Mali ou au Burkina Faso. Mais les fonds généralistes classiques qui résonnent en termes de couple rendement-risque vont se focaliser sur les locomotives et vraiment ne regarder les autres pays que de manière très opportuniste et pour des projets ou des entreprises qui ont une certaine taille. Tu as fait référence au classement Doing Business. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc, le classement Doing Business est un classement qui est défini par la Banque mondiale qui évalue en fait les réglementations en place dans tous les pays du monde et qui fait un classement annuel général et par thème. Il va y avoir des critères de type accession à la propriété, impôts, pression fiscale, clarté fiscale, délai pour créer une entreprise, des choses comme ça. Donc en général, les meilleurs, dans les pays africains, les meilleurs élèves, c'est généralement Maurice, encore une fois, Afrique subsaharienne. Généralement Maurice, des pays comme le Rwanda sont très bien classés. Oui, c'est plutôt ça les meilleurs pays. L'Afrique du Sud, par certains côtés aussi. Dans les profondeurs du classement, généralement, on a des pays africains, malheureusement. Des pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire sont plutôt sont pas les pires lotis, même si bien sûr on peut toujours faire mieux. Le Sénégal, pour certaines procédures, notamment l'ouverture ou la création d'entreprises, ont pas mal progressé ces dernières années avec la création du guichet unique qu'ils ont créé il y a 3-4 ans, je crois. Donc, c'est un critère que les investisseurs regardent absolument pour décider dans quel pays ils vont concentrer leurs efforts d'investissement. Tu as cité la taille des économies. Est-ce que le système d'éducation fait partie des éléments qui peuvent expliquer l'attractivité ou non d'un pays? Oui, bien sûr, parce que les entreprises sont censées employer des personnes, hein, et bien sûr, un investisseur va regarder si il peut avoir accès à de la main d'œuvre bien formée sur place, notamment dans tout ce qui est management, mais management intermédiaire. Alors qualité des ouvriers, c'est là que les pays francophones en général sont mieux lotis que des pays comme le Ghana, qui ne sont pas forcément aussi, enfin, qui n'ont pas autant d'industrialisation ou qui fonctionnent pas, qui n'ont pas la même perception des standards que, par exemple, les pays francophones. Des pays plus industrialisés comme le Cameroun peuvent être intéressés, mais bon, le problème, c'est le niveau de gouvernance qui pêche. Oui, clairement. Alors, je sais qu'un pays comme le Ghana, par exemple, est très très bon en termes de profil de senior management, parce qu'il y a énormément il y a pas mal de Ghanéens qui font des études à l'étranger et surtout qui font des MBA. Et donc, à des niveaux assez élevés, il y a des personnes de qualité. Et autre chose, non seulement ils sont bien formés, mais ils rentrent au pays, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays africains. Et ce qui fait qu'il y a une main-d'œuvre
très qualifiés disponibles. Et c'est pour cela qu'on voit, par exemple au Ghana, beaucoup d'entreprises étrangères dont les dirigeants sont des Ghanéens. Là où dans les pays francophones, souvent, en tout cas, c'était le cas même encore il y a 5 ans, la plupart des entreprises étrangères sont gérées par des expatriés. Ici, c'est géré dans la majorité des cas, c'est géré par des Ghanéens. Donc oui, le système éducatif et la qualité de la main-d'œuvre, bien sûr, c'est des critères extrêmement importants. Et si on regarde les chiffres, donc j'ai regardé des chiffres de 2019, donc les opérations enregistrées au premier semestre 2019 en Afrique représentaient 700 millions de dollars, donc ce qui est assez faible. Mais en revanche, les levées de véhicules ciblant le continent étaient en hausse par rapport à 2018. Donc on était à 1,7 milliard de dollars contre à peine 400 millions au premier semestre 2018. Donc il y a vraiment une vraie augmentation des levées de ce type de fonds, en fait. Oui, oui, bien sûr. Comme je disais, le business case de l'Afrique est toujours est crédible. L'Afrique offre de vraies opportunités de rendement. Il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'incroyable augmentation des fonds d'impact. J'ai malheureusement pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'entre 2015 et 2019, je crois que si on était à 25 milliards de fonds gérés par des fonds d'impact en 2015, et ce chiffre est passé à je crois qu'on est à plus de 100 milliards en 2019. Il y a eu une croissance extraordinairement forte des fonds d'impact, et les fonds d'impact, par définition, vont regarder des projets dans les pays les moins avancés. Donc, ils vont regarder l'Amérique latine, ils vont regarder l'Asie, ils vont regarder l'Afrique. Et donc, ça aussi, ça contribue à la hausse des fonds disponibles pour le continent africain, et à l'intérêt donc de ces fonds pour l'Afrique. Et donc, on voit souvent cette expression Africa, your time is now. Est-ce que tu penses que justement on est à l'aube d'une explosion des transactions de private equity en Afrique, malgré la crise d'ailleurs, ou grâce à la crise? Ça prendra du temps. Je crois pas que ce soit. Je crois qu'on est dans une tendance de fond qui est certaine. Maintenant, est-ce que ça va être le ras de marée? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je crois que il y a beaucoup d'efforts encore une fois, de gouvernance, même au niveau politique, de visibilité des projets politiques et de développement économique. Ça prendra du temps. On est encore dans une phase de soubresaut politique dans pas mal de pays africains. Et il faut qu'on se stabilise à ce niveau-là, qu'il y ait une vraie stratégie cohérente des différents États pour que cette histoire qui est réelle, soit perçue comme étant réellement pérenne, parce que les investisseurs ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de savoir que s'ils mettent de l'argent aujourd'hui, il ne va pas y avoir de mauvaises surprises dans les 3, 4, 5 ans. Et cette visibilité-là, elle est là à 5, 7 ans, peut-être pour certains fonds à moins. Est-ce qu'elle est là à 15, 20 ans? Peut-être pas encore. Mais clairement, si on arrive à créer ces conditions-là, et là c'est au-delà des fonds, hein, c'est vraiment les États qui doivent réellement s'engager dans l'amélioration de systèmes qui permettent de créer des emplois, qui permettent la majeure partie de la population d'accéder à des produits de base, à accéder à une santé de qualité minimum, à une éducation de qualité, à des infrastructures de base de type électricité, eau, etc. Tant qu'on qu'on ne voit pas cette volonté très forte et qui se traduit dans les actes, dans les faits, par un environnement des affaires qui aide réellement les entreprises, et qu'elles soient étrangères ou pas d'ailleurs, hein, y compris les entreprises locales, bon, on sera dans quelque chose de, certes, qui attirera toujours les fonds, mais pas dans ce raz de marée de cette révolution dont les gens parlent.
d'après toi, est-ce qu'à long terme, les fonds de private equity sont amenés à devenir des partenaires de développement à part entière, ce qui implique des délais de sortie plus longs, du coup? Euh, alors, pas forcément de manière formalisée. Enfin, c'est pas non plus des agences de Mmh. développement. Hein. Les fonds de private equity ont une logique économique qui, je crois qu'ils feront partie du paysage de manière permanente, comme un peu ce qu'on voit en Europe. Ce seront des interlocuteurs économiques importants, mais ça reste, voilà, pas plus important ou moins important que d'autres acteurs économiques euh, actuels. Enfin, voilà, mais je ne les vois pas jouer un rôle, le rôle que les partenaires, les agents de développement de type Banque mondiale, AFC, Agence française de développement jouent aujourd'hui. Non, ça je ne crois pas. Mmh. Même en ayant une autre, même si c'est pas leur fonction de départ, est-ce que de fait, le fait de participer au financement de ces économies-là ne peut pas en faire des partenaires de développement? C'était plus ça le sens de ma question. C'est-à-dire le fait. Mais en fait, le problème, c'est les chiffres. Un fonds d'investissement qui, disons, généraliste, va investir dans 2, 3 entreprises par an. Et comme j'ai dit avant, ce sont des entreprises, enfin, ce sont des fonds qui sont multi-pays, multi-secteurs. Donc on voit bien que l'impact à la fin c'est pas non plus, ils ont un impact beaucoup plus faible en termes de développement que les banques, par exemple. Donc il faudrait qu'il y ait énormément de fonds qui investissent collectivement dans énormément d'entreprises pour arriver à avoir cet impact-là. C'est clair qu'au niveau de chaque entreprise, quand on est une entreprise qui peut avoir accès à 2, 3 millions de dollars pour financer son développement, clairement, dans l'environnement de l'entreprise, ça a un impact. Maintenant, au niveau des pays et au niveau des nombres d'entreprises, nombre de jobs créés par rapport à ce qu'une banque pourrait créer comme job en finançant, je sais pas moi, 15, 20 entreprises par semaine, ou une centaine, ou 150 par mois, c'est plus du tout la même chose en termes de magnitude. Maintenant, clairement, toute structure qui aide les entreprises africaines à accéder aux moyens financiers de se développer, clairement participe au développement. Mais c'est en termes de taille et d'impact que je pense que des acteurs comme les banques ou les agences de développement ont un impact beaucoup plus élevé. Mmh. Oui, donc on comprend à ce que tu dis que ça reste un travail collectif, entre guillemets, et que chaque acteur Oui, a un rôle à jouer, que ce soit les institutions de microfinance, les banques, donc le private equity, comme on disait, les institutions de développement, et que c'est finalement bien un travail qui doit être réalisé à tous les niveaux et pas uniquement au niveau du private equity. exactement. Je voulais terminer sur revenir du point de vue d'une entreprise qui se lance, qui cherche à financer son développement. Tout à l'heure, tu nous as décrit un peu les écueils à éviter du point de vue de l'entreprise. D'un point de vue concrètement, pour une entreprise, aujourd'hui, comment aller chercher ce type de financement? Alors déjà, je dirais, il faut commencer par s'entourer. Ce n'est pas le métier de l'entrepreneur de faire de la levée de fonds. Et en particulier en Afrique. C'est quand même l'activité de private equity n'est pas si ancienne que ça. Il y a encore énormément d'entreprises qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir accès à des financements de plus long terme. Et donc, le premier conseil, c'est entourez-vous de gens qui connaissent ce métier et qui vont vous aider à, à être préparés et à savoir qui approcher. Parce que chaque fonds d'investissement a sa stratégie d'investissement en termes de pays, en termes de secteur, en termes de montant, en termes de niveau de participation qu'ils veulent prendre. Voilà. Donc ça c'est la première chose. J'ai presque envie de dire, c'est presque la seule chose. Euh,
parce que c'est un processus très long qui peut être complexe et surtout qui prend du temps. Et ce temps-là, les entrepreneurs devraient le dédier à leur entreprise, pas à se demander comment réfléchir au business plan pour intéresser un investisseur. Et là, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. GFA Consulting travaille sur toute l'Afrique subsaharienne et tous les jours, on accueille on est approché par des entreprises qui disent voilà le projet, voilà mon projet, voilà ce que j'ai besoin de tant d'argent, comment on fait et on les accompagne dès le départ en leur expliquant voilà, d'abord il faut qu'on comprenne où vous en êtes, qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de votre projet pour vous conseiller la meilleure type de financeur possible. Dans certains cas, c'est des fonds d'investissement, dans d'autres cas, c'est de la dette, parce que d'autres choses rentrent en ligne de compte, notamment, et ça va être mon deuxième conseil, être clair sur ce qu'on est prêt à offrir ou pas à un investisseur. Certains entrepreneurs ne sont pas prêts à ouvrir leur capital, veulent être en contrôle tout le temps. À des entrepreneurs de ce type-là, je dis, ça sert à rien d'aller voir un fonds, ça ne marchera pas. À ce moment-là, il faut chercher de la dette, auquel cas, il faut s'assurer que l'entreprise a suffisamment de cash flow pour rembourser cette dette. Si ce n'est pas possible, il faut revenir sur le projet. Est-ce que vraiment on ne veut pas ouvrir le capital? À ce moment-là, on attend de trouver les moyens interne d'améliorer la situation financière. C'est possible aussi. Des fois, juste en gérant le besoin en fonds de roulement de manière plus efficace, on peut se créer des ressources financières. On n'est pas obligé forcément de lever des fonds. Donc, ce seraient vraiment les deux conseils. D'abord, faites-vous accompagner et soyez sincère sur votre vision comme entrepreneur du contrôle de votre entreprise. Si vous êtes prêt à ouvrir votre entreprise à des tiers que vous ne connaissez pas, à ce moment-là, vous êtes peut-être prêt pour le private equity, a priori. Sinon, c'est forcément de la dette. Parce qu'il n'y a pas 10 milliards de façons de lever des fonds. Ou c'est de l'argent gratuit, donc du don, mais c'est pas évident, c'est très compliqué. Ou c'est de la dette, ou c'est des fonds propres. Je vais m'écarter un peu de la masterclass pour revenir à ton expérience personnelle et te poser la question de savoir quelles sont les difficultés auxquelles tu te heurtes dans le cadre de ton activité de levée de fonds en Afrique. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est un vrai sujet. C'est quelque chose dont j'ai pas mal débattu avec d'autres consultants au Ghana ou ailleurs. Le problème vient souvent des entreprises elles-mêmes qui ont une mauvaise idée de ce que c'est que la levée de fonds, de la difficulté, pas de la difficulté, mais disons de la complexité de ce processus, et du coup qui ne perçoivent pas la valeur ajoutée que des conseils en levée de fonds peuvent apporter à ce processus-là. Et résultat, ça m'est arrivé assez souvent, malheureusement, de devoir débattre avec des entreprises qui ne voient pas cette valeur-là et qui donc du coup refusent de payer les retainers ou les honoraires que demande le conseil. Beaucoup d'entreprises vont dire bon bah si vous êtes un conseil en levée de fonds, si vous êtes si vous êtes si bon, vous pouvez vous contenter de prendre des commissions de succès une fois que le dossier est clôturé et voilà. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est le temps qu'il faut pour préparer, dans mon cas, faire le diagnostic, préparer une documentation crédible, parce que ça veut dire refaire le business plan, qui en général n'est pas fait en ayant en tête ce que les investisseurs attendent, et pour cause, les entrepreneurs ne savent pas ce que les investisseurs attendent. Donc ils ne voient pas ce temps-là, ils ne voient pas le temps pour développer le modèle financier, pour finaliser la valorisation de l'entreprise quand l'entreprise veut lever des fonds propres, pour écrire le rapport qui devra être donné pour proposer aux investisseurs. Et donc ils ne veulent pas payer les retainers. Aujourd'hui, la stratégie de GFA est très simple. Sans retainer, je ne fais pas de levée. C'est aussi simple que ça. Et je préfère dire non. Ça a fait partie de mes apprentissages quand j'ai commencé dans ce métier en Afrique, travailler pour des entreprises
Et à la fin, ça ne marche pas. Financièrement, ça ne marche pas. On parle de cash flow. Les cash flows pour toute société de conseil sont les mêmes. Hein. Il y a toujours des factures à payer chaque mois et des salaires à payer. Donc, ça ne marche pas. Ça c'est vraiment le sujet. Et l'autre chose que les entrepreneurs ne voient pas, c'est aussi que la levée de fonds prend du temps. Donc, comme j'en ai parlé avant, ça peut prendre 8 mois, 9 mois, 12 mois. Et ça peut ne pas se faire aussi. On peut avoir un investisseur qui n'est pas convaincu, auquel cas il faut tout recommencer. On peut avoir l'entrepreneur qui n'est pas convaincu ou qui change d'idée en cours de route, qui décide, j'ai eu le cas de cet investisseur qui voulait lever des fonds propres et qui en cours de route dit finalement j'ai changé d'avis, je lève plus. Et voilà. Et donc on a travaillé et pour rien. Donc c'est un vrai sujet, mais j'ai dû apprendre à expliquer donc aux entrepreneurs et être extrêmement ferme. À partir du moment où l'entrepreneur ne comprend pas la valeur ajoutée du conseil, il y a des chances que le processus soit compliqué et de toute façon, ça sera financièrement suicidaire d'y aller. Et donc, GFA, on a décidé de ne plus accepter ce type de dossier. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, ma réputation a commencé à faire le tour du marché, notamment au Ghana, et plus personne n'approche en essayant de discuter le principe même des retainers. On peut discuter le montant, mais pas le principe. Je dirais que ta position ne pourrait pas être plus claire. Carole, un grand merci. Je pense que tout cela sera très utile aux entrepreneurs qui nous écoutent et à tous ceux qui s'intéressent à cette vaste question du financement des entreprises en Afrique. Notre masterclass consacrée au private equity s'achève donc sur ces précieux conseils de Carole Ramella aux entrepreneurs qui seraient intéressés par le private equity comme un vecteur de financement de leur expansion. Je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode thématique exceptionnel. J'espère que vous l'avez trouvé utile et qu'il vous aura permis de mieux comprendre les problématiques spécifiques du private equity en Afrique. Si vous avez apprécié le format de cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Pour rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site d'Entrelle. N'hésitez pas également à suivre Entrelle sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entrelle.